gynécologue andrologue et j'entreprends de recherche depuis longtemps. Cet institut forme le cadre scientifique dans le domaine médical, dans le cycle de graduat et de licence. J'ai mené beaucoup de recherches et beaucoup de publications sont sous mon nom. J'ai mené des recherches dans le domaine andrologique et j'ai mis au point depuis 2002 un produit qu'on appelle les Jatar. J'ai mené des recherches dans le domaine de virologie également contre certaines maladies, notamment l'hépatite B et C qui est difficilement soignable. J'ai mis au point un schéma qui prenait en charge les aspects physiopathologiques du virus. Parce que l'organisme a un mécanisme de défense. Lorsque vous êtes agressé par ce virus, coronavirus, ce mécanisme-là de défense est déprimé. Le Cytoplex N, c'est un antiviral très puissant. Je pense que le vaccin n'est pas aussi nécessaire. N'est pas aussi nécessaire parce qu'il y a des malades. Lorsqu'on est déjà malade, les vaccins ne feront rien. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le professeur Oscar Tsaman Olout et le docteur Vangulu Tete Fidèle. Ils ont présenté un produit contre la Covid-19 qui était arrivé à la 3e phase pour pouvoir être testé auprès de malades. Vous avez demandé qu'il puisse revenir pour éclaircir. Cette fois-ci, nous recevons le docteur Vangulu Tete Fidèle pour des échanges plus poussés. Et là, nous remercions l'ONG Congolese Women for Peace qui s'est impliquée pour faire venir docteur Vangulu Tete Fidèle dans cette émission. Un grand merci à madame Francine Lobo qui nous suit depuis les États-Unis. C'est grâce à sa structure que nous avons pu échanger ce soir avec docteur Vangulu Tete Fidèle pour comprendre son produit et quelle est l'aide que la communauté congolaise d'ici et d'ailleurs peut l'apporter. Encore une fois, docteur, nous vous saluons. Merci, monsieur le journaliste. Docteur, votre émission de la fois passée a trouvé écho favorable. Donc, comme nous l'avons dit à l'introduction, la première fois, on ne vous a pas bien saisi parce qu'il fallait présenter, c'était une journée où vous avez présenté le produit, mais cette fois-ci, nous voulons parler de fond en comble par rapport à ce travail que vous faites et puis voir si il faut vous accompagner par les Congolais et Congolaises, comment faire. C'est la raison pour laquelle Mme Francine Lobo, depuis les États-Unis, qui a suivi votre émission, a bien voulu que son ONG puisse organiser cette émission de ce soir. Docteur, nous allons aller directement à l'essentiel. Nous voyons là une panoplie de produits, Cytoplex, N, ainsi de suite. La première chose que nous voudrions comprendre, vous êtes docteur, vous avez quelle spécialité pour que les téléspectateurs puissent jeter les bases? Je crois que je suis gynécologue andrologue et j'entreprends de recherche depuis longtemps dans le domaine d'andrologie, également dans le domaine de virologie. Et c'est là et je suis enseignant de l'université où je suis le responsable. Voilà, et lorsque nous étions dans votre institut, on avait parlé de l'Institut supérieur technique médical FIVAL. C'est quoi cet institut? Quelle est la mission qu'elle poursuit? Cet institut forme le cadre scientifique dans le domaine médical, dans le cycle de graduat et de licence, spécialement dans le domaine de techniques de laboratoire, dans les sciences infirmières et en licence, et également en gestion des institutions de santé. Et en licence, nous formons des pédiatres, des gynécologues
et également les experts en santé publique. Les experts en santé publique. Docteur, en tant que chercheur, avant Covid-19, quelles sont les recherches que vous avez menées? Quelles sont les découvertes que vous avez faites? Et quels sont les produits qui peuvent être labellés votre nom pour dire que non, docteur Vangu a produit tel élément scientifique qui est bénéfique pour la communauté congolaise? J'ai mené beaucoup de recherches et beaucoup de publications sont sous mon nom. J'ai mené des recherches dans le domaine andrologique et j'ai mis au point depuis 2002 un produit qu'on appelle les Jatar, que je n'ai pas pu commercialiser, mais les autres qui ont pris connaissance de cela ont pu prendre cela en possession et ils ont commencé à commercialiser ça même dans notre pays et partout ailleurs. Donc c'est un manque à gagner pour moi parce que je n'étais pas encadré, je n'étais pas financé et je faisais avec mes propres moyens et m'ayant suivi la télé, tout ça, et les gens ont profité de ça pour commencer à commercialiser ce produit-là que j'ai dû mettre au point déjà depuis 2002. Et également dans ce domaine de virologie, j'ai pu mettre au point un produit qu'on appelle les TT4 qui boostait, n'est-ce pas, cette maladie virale parce que je mène aussi des recherches dans ce domaine-là. Hein, cette pandémie de VIH, j'ai mené des recherches et j'ai trouvé un produit qui essayait de contourner cette pandémie. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas eu de financement et les choses sont restées comme telles et on m'a traqué ça et là parce que j'étais en train de dire des choses que les gens parfois ne comprenaient pas et comme vous savez, c'est un tabou. Donc, je me suis arrêté là. J'ai mené des recherches dans le domaine de virologie également contre certaines maladies, notamment l'hépatite B et C qui est difficilement soignable, mais j'ai mis au point un produit qui a contourné cela. Et aujourd'hui, on peut être fier que cette pathologie peut être bien contournée avec un médicament que j'ai mis et dont j'ai tais les noms, parce que jusque-là, je n'ai pas encore commencé à commercialiser cela, faute de moyens et d'assistance médicale. Voilà, donc j'ai pas mal mené des recherches dans plusieurs domaines, domaine de gynéco, domaine d'andrologie et domaine de virologie. Et j'ai pas mal de recettes avec moi, des produits qui ont déjà franchi le stade, la phase 1, la phase 2 et à la phase 3 également, mais de manière informelle parce que je n'ai pas un entourage purement qui peut m'aider à émerger et à avancer dans ce genre de recherches. Beaucoup de recherches sont encore au laboratoire et également je suis allé même dans le domaine d'andrologie mettre au point un produit qui pourrait aider, n'est-ce pas, les cycles anémiques dans leur souffrance sexuelle aussi, dans leur pathologie, au lieu d'aller vers la greffe de la moelle, qui parfois aussi ne donne pas de bons résultats, tels que l'Occident l'a proposé. Mais j'ai mis au point un produit qui donne de très très bons résultats, même jusqu'à aujourd'hui, quand vous utilisez ce produit-là, qui est encore au stade un peu rudimentaire, mais ça donne de très bons résultats. Donc, j'ai toute une panoplie de recherches que je suis en train d'entreprendre et que j'ai entrepris, qui jusque-là n'est pas financé, faute de moyens. Et je suis resté dans mon petit laboratoire rudimentaire et je continue les recherches. Il y a solo tozo yamba pona bino mwana mboka docteur Vangu Tete Fidèle ye atali mai o etali bolokiloki na kobikisa maladi lelo tozo sula na ye pote abimisiki o etali COVID-19 to coronavirus mais yambote tokota na mozindo tongito ebaye azana ni asala nini docteur alobi asala bakisi lokola ejata TT4 na bakisi mususu mais akutana na kokoso ya makoki. Docteur Vangu Tete Fidèle, laboratoire na yo o sala bakisi zala ndenge nini tant o sala bakisi yo mo sala ngo awa to okina na mukili ya poto pona kobimisa yango to tinda ka formule kuna bazui balambikisi batindelio au futi mwa lomeya na yo. Je crois que ici, dans le pays, je n'ai pas d'industrie pharmaceutique pour fabriquer.
Tout ce que je fais, c'est d'isoler les principes actifs, la molécule qui a des effets thérapeutiques. Et à partir de cette molécule, j'ai des partenaires qui sont à l'étranger, notamment en Suisse et puis au Canada, une très grande industrie pharmaceutique avec qui nous collaborons aussi avec ces savants-là d'ailleurs. Et nous essayons d'échanger. Quand je trouve, j'envoie, ils examinent et ils essayent de donner une forme pharmaceutique. Et pour que ça puisse être comme présentable, pour que je puisse continuer, n'est-ce pas, mes essais cliniques ou les phases, la poursuite de la recherche dans ces différentes phases. Qu'est-ce qui vous a poussé actuellement à aller et de mener des recherches pour trouver une réponse médicale à la Covid-19 et coronavirus? Qu'est-ce qui vous a poussé? Ce qui m'a poussé d'abord, c'était l'appel du chef de l'État. J'ai trouvé dans son appel un esprit patriotique, le nationalisme. Or, moi, je suis vraiment fanatique ou amoureux du nationalisme. J'ai vu que le Congolais était anxieux et le chef a fait appel à des chercheurs. Or, déjà, dans mon petit laboratoire, j'étais en train de travailler. C'était encourageant déjà de voir le chef de l'État nous appeler à apporter notre pierre de contribution. Je me suis dit, je vais saisir cette opportunité pour que je puisse apporter mon petit savoir dans cette pandémie, surtout que en Occident, il n'y avait pas de solution, tout le monde était terrassé et il y avait pas mal de morts. Aux États-Unis, n'en parlons même pas, tout le monde était terrassé, donc disons, le monde entier était terrassé et il n'y avait pas de solution. Alors, moi, déjà, dans ma recherche, parce que je suis habitué, je vous ai dit, je me suis rendu compte que le virus de coronavirus, ce n'est pas un virus qui date d'aujourd'hui. Okay. En tant que chercheur, j'ai lu aussi ce que les autres font. Il y avait le COV-2, n'est-ce pas, en 2003. Il y avait le MERS en COV en 2013. Et également, actuellement, nous avons le Covid-19. Donc, je me suis dit, je dois m'impliquer dans cette histoire parce que déjà, j'étais en train de travailler sur un virus dont j'étais le nom. Ça m'a donné de très bons résultats. Et quand est apparue l'épidémie de chikungunya chez nous, j'ai étudié les mécanismes, la physiopathologie de ce virus qui agit via la cytokine. J'ai pas mal contribué au traitement de nos concitoyens en dépit du fait que j'étais encore dans des phases de la recherche. Mais j'ai eu quand même des bons résultats escomptés dans cette épidémie. Bien sûr que ça a été maîtrisé le plus tôt que possible. Alors, quand est arrivée cette pathologie de Covid-19, je me suis référé aux autres et j'ai suivi mon confrère chercheur Raoul qui était en train aussi de publier sa molécule alors que tout le monde ne le comprenait pas. C'est toujours comme ça quand un chercheur est en train de parler et on ne comprend pas parce que c'est de l'innovation dans ce domaine-là. Alors, je me suis mis au travail. J'ai commencé les essais précliniques. Parce que chez nous ici, même si Raoul parlait de chloroquine, il n'y avait rien. On parlait des respirateurs, il n'y avait rien. Donc, on était comme ça, abandonnés à nous-mêmes, et le chef de l'État dit, prenons-nous en charge. Alors, je me suis mis le premier cas dans le lot des gens qui sont arrivés au mois de mars. Moi, j'avais déjà la physiopathologie de ce virus, en me référant bien sûr aux autres épidémies qui ont précédé. À leur mécanisme d'action, tout ça, j'ai tout étudié et j'ai mis en place un schéma thérapeutique avec comme molécule phare la molécule ici qui m'a déjà donné de très bons résultats dans certaines maladies virales dont je venais de citer tout à l'heure. Je venais de parler. Donc, j'ai mis au point un schéma qui prenait en charge les aspects physiopathologiques du virus. J'ai mis en premier lieu l'antiviral qui est présenté là, le Citroplex N. C'est un antiviral très puissant
qui est tout à fait naturel. Et dans son mécanisme d'action, quand vous regardez l'approche du virus de Covid dans l'organisme, parce que l'organisme a un mécanisme de défense. Lorsque vous êtes agressé par ce virus, coronavirus, ce mécanisme-là de défense est déprimé. Donc, les virus contournent. C'est comme ça que vous allez voir, même dans les écrits, dans les publications, on vous dit que le virus est en train de défier le récepteur AC2, c'est-à-dire enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Il est en train de défier cela. Parce que dans le mécanisme de défense, dans le mécanisme de défense, il y a une substance qui intervient pour essayer d'empêcher l'infection. Alors, lorsque le coronavirus arrive, il défie ces systèmes de défense. Alors, en tant que chercheur, je me suis dit, comment suppléer à ces déficits? Vous comprenez? Alors, j'ai amené un apport exogène dans une voie qui n'est pas habituelle. Et la forme qui est défiée par le virus, j'ai mis au point cela. Et j'ai commencé les essais précliniques avec les malades parce que nous étions devant une situation d'urgence. Et devant l'urgence, il y a certaines étapes qui ne sont pas respectées et on doit aller vite parce que sinon la population est décimée. Je suis allé, j'ai commencé, j'ai vu les différents effets de la molécule que j'utilisais déjà. Et dans ces effets-là, j'ai dit qu'il faudrait non seulement suppléer, mais renforcer les mécanismes d'action de ma molécule que j'ai pu mettre en place comme en premier rang. Alors, j'ai associé un anticoagulant parce que le virus entraînait aussi la coagulopathie, donc la coagulation intravasculaire disséminée. J'ai mis un anticoagulant, j'étais le premier à parler de cela, j'ai mis le paracétamol. Étant donné que le virus a un mécanisme qui entraîne une surinfection lui-même aussi, et déjà avec le mécanisme de défense de l'organisme, la lutte contre l'infection virale est défiée. Mon médicament lutte également contre l'infection virale, mais aussi j'ai associé à cela une protection de la cellule en donnant des antioxydants pour protéger d'abord les cellules contre les agresseurs, contre tout ce qui peut détruire, tout ce qui peut affaiblir une cellule. J'ai mis ça en deuxième lieu. Et en troisième lieu, j'ai vu un antibiotique qui peut avoir un tropisme, étant donné que le virus a un tropisme. Il entraîne des altérations, non seulement au niveau pulmonaire, mais digestif. J'ai mis au point un antibiotique qui a un tropisme à ce niveau-là. Et qui a aussi un effet antiviral lorsqu'il émet les neutrophiles. J'ai mis l'azithromycine ou l'azithromycine en place. Mais en dehors de cela, j'ai ajouté également dans cette approche, étant donné la physiopathologie du virus était tellement complexe, j'ai également associé une autre molécule en place, la vitamine C, qui est un antioxydant dont je venais de parler. J'ai mis un anticoagulant en place et j'ai mis un antibiotique. Et en première ligne, j'ai mis ce médicament. Je suis allé, parce que nous étions dans une situation d'urgence, j'ai commencé au premier malade, parce que les malades étaient là, devant moi. Il n'y avait pas de traitement, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les malades mourir? Non. Mais alors, docteur, pourquoi certaines personnes prétendent qu'il n'y a pas de produit pour guérir le Covid-19? Il faut attendre un vaccin. Pourquoi à longueur de journée, dans les chaînes internationales, on revient, pas de produit pour ça maintenant? Pourquoi? Non, c'est une façon seulement de terrifier la population, parce que le scientifique, dans le monde scientifique, parfois, les scientifiques ne se mettent pas d'accord. C'est une compétition, c'est une course où tel laboratoire, telle firme pharmaceutique, tel chercheur doit trouver, et quand celui-là trouve, il contredit l'autre, ainsi de suite. Dans ces approches, c'est comme ça que vous voyez, nous sommes dans cet amalgame-là. Et même l'OMS est défié parce qu'il ne sait plus contrôler cela. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça qu'on se dit dans la tête,
la solution serait seulement le vaccin. Non, ce n'est pas le vaccin. Et surtout avec d'autres pays où la vague de contamination reprenne encore de plus belle. Est-ce que ce n'est pas pour dire que ils ont peut-être raison qu'il faudrait aller vers un vaccin, la prévention? Je pense que le vaccin n'est pas aussi nécessaire. N'est pas aussi nécessaire parce qu'il y a des malades. Lorsqu'on est déjà malade, les vaccins ne feront rien. Vous comprenez? Il faudrait d'abord traiter les malades. Les vaccins, on les donne à une personne saine pour développer les anticorps. Mais quand vous devez espérer seulement au vaccin et tous qui sont malades, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Et il y a aussi une autre note pour ceux qui pensent, certains chercheurs, que la maladie peut commencer dans le corps d'une personne et terminer comme ça, il n'a rien pris. Est-ce que c'est plausible? C'est possible, mais je crois qu'avec le coronavirus, c'est une maladie virale. Vous comprenez? Tout dépend du système immunitaire de l'individu. Il y a des individus qui répondent mieux et qui se défendent correctement. Ils ont un système immunitaire très très fort. C'est comme ça que vous allez retrouver les porteurs sains, les asymptomatiques, qui ne présentent rien, mais ils ont le virus en eux. Donc le virus ne le fait absolument rien. Ne fait absolument rien parce que leur système immunitaire est très très efficace. C'est comme ça qu'on a ces tableaux-là. Et dans ce panoplie-là, vous avez des personnes qui présentent les quelques signes, mais leur système immunitaire répond correctement. Et ils arrivent, n'est-ce pas, à défier le virus, bien qu'étant infectés. C'est comme ça, c'est dans ces lots-là, mais ce n'est pas aussi avec un pourcentage très élevé. Docteur, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière claire à quoi servent les gestes barrières contre cette maladie? Parce qu'il y a un peu l'orgueil, vous allez dans certains coins de la ville de Kinshasa, même à l'intérieur du pays, on vous dit que non, porter les masques, ça ne sert absolument à rien, la distanciation sociale ne sert absolument à rien, lavage de mains. À quoi servent les gestes barrières? Bien, les gestes barrières servent à prévenir et à éviter la contamination d'abord de celui qui est à côté de vous, parce que la voie de contamination, c'est la voie respiratoire par des gouttelettes de pluie. Quand vous mettez le masque, vous êtes loin. Je peux parler, mais les gouttelettes ne peuvent pas atteindre une certaine distance. C'est comme ça qu'on a dit il faudrait une certaine distance entre moi et mon interlocuteur. Ça, c'est de 1. Parce que si je n'ai pas les masques, je parle, je peux émettre de la salive, tout ça, mais ça ne vous atteindra pas parce que cette distance-là de 1 demi-mètre vous protégera. Deuxièmement, quand vous mettez le masque, même si je suis en train de parler, vous êtes là à côté de moi, mes gouttelettes de pluie ne traverseront pas le filtre qui est dans le masque pour vous atteindre. Aussi, quand vous êtes en train de parler, vos gouttelettes de pluie, mon masque me protégera pour que ça ne puisse pas traverser le filtre qui est là-dedans. Donc, le masque est très très important pour la protection comme mesure barrière pour protéger. Donc voilà, je parle de la distanciation, je parle de masque. Et le lavage de mains également est indispensable parce que je peux toucher ma bouche. Lorsque je vous touche, vous pouvez être infecté en transférant votre main dans la sphère où le virus a un tropisme au niveau de la sphère orale. Donc, vous devez vous désinfecter de temps en temps et éviter de serrer la personne avec la main. Mais ce qui est encore beaucoup plus dramatique, lorsque vous êtes en train de tousser comme ça, faites très attention parce que nous disons nous toussons comme ça et en même temps nous donnons la salutation là-bas. Il faut faire très attention parce qu'on risque également de se contaminer à partir d'ici. Parce que si je tousse très mal, ça peut aller là-bas et si je vous touche, vous pouvez être contaminé. Mais le grand problème, c'est que vous ne pouvez pas apporter cette partie-là du coude jusqu'au niveau de la bouche. Mais il y a une autre personne qui peut vous toucher là-bas, à mon cher, il peut être contaminé. Donc, le mieux serait de se saluer bonjour, bonjour à distance. Moi, je pense qu'à mon humble avis,
Il serait mieux de ne même pas se donner des accolades à travers ce coude, mais de se dire bonjour, bonjour à distance. Et je crois que ça serait mieux. Donc voilà l'importance de ça. Et sur le point de vue de mode de transmission, ça freine la propagation du virus. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous disons un grand merci à Francine Lobo depuis les États-Unis d'Amérique qui a permis l'organisation de cette émission pour que tous les Congolais aient une compréhension bien assise de l'invention de la trouvaille scientifique du docteur Vangu Lutete Fidèle. Docteur, nous arrivons à la seconde phase de notre émission, là où vraiment nous allons entrer en profondeur par rapport à ce produit. Vous avez passé les 3 premiers niveaux dans l'opérationnalisation de la mise en œuvre de ces produits. Maintenant, vous êtes à la 3e phase. À quoi consiste cette 3e phase? Est-ce que de vous à nous, les téléspectateurs, le public qui vous suivent, est-ce que nous pouvons espérer avec joie que ces produits Citro-Covid, Citroplex N guérit le coronavirus ou le Covid-19? Je crois que vous ne pouvez pas espérer, mais vous devez vous jouir. Parce que un de vos compatriotes a trouvé une solution. Aujourd'hui, le monde scientifique est dans l'ébullition pour essayer de parler de ceci, de publier cela, de publier cela, pardon. Mais votre compatriote avait trouvé cela déjà avant. Et aujourd'hui, toutes les publications ne parlent que autour de ce que je trouvais. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ne font que confirmer ce que moi je dis. Mais là, je regrette parce que vous savez, comme je l'ai dit dans l'autre émission, la science n'a pas de couleur, ni d'environnement. C'est une question de matière grise, c'est une question de discipline dans la recherche, se mettre au travail pour trouver. On part toujours de ce que les autres ont trouvé et on essaie d'approfondir, de réfléchir et d'essayer. Je suis passé... Le médicament que je vous présente, je vous ai dit, j'ai déjà commencé à utiliser ça depuis longtemps. Donc, la phase 1 n'a pas de problème ici. La phase 1 qui consiste à quoi? Qui consiste à essayer ça dans in vitro, au laboratoire, c'est déjà dépassé. La phase 2, déjà dépassée. Qui consiste? Qui consiste à essayer ça au niveau des animaux au laboratoire. C'est dépassé. La phase 3, dans l'indication que je donne maintenant, qui est pour cette pandémie, parce que j'ai déjà utilisé le médicament dans d'autres maladies. Donc j'ai déjà dépassé la phase 3 pour les autres indications. Mais pour ce médicament, dans l'indication précise de Covid, je suis à la phase 3, où je dois essayer cela chez un échantillon bien limité d'individus, en respectant bien sûr la formule de recherche, l'échantillonnage. Et dans mon protocole, j'ai bien défini le nombre. Le nombre de participants, c'est 400 individus où je dois administrer les produits. Donc ils vont le faire volontairement. Bien sûr, et avec ça aussi, j'ai les placebos de celui-là. Donc un médicament qui paraît exactement comme ça, si je vous le donne, vous croyez que vous avez affaire à ce médicament, mais c'est un placebo, c'est-à-dire un médicament sans principe actif. Je vous le donnerai, ce sont vos yeux qui vont apprécier. Et dans l'utilisation des placebos, il y a beaucoup de choses qui peuvent interférer. Mais ce qui est important est qu'il faudrait qu'on trouve une différence entre le placebo et le médicament. Qu'est-ce qu'on comprend par placebo, médicament? Un placebo, c'est une forme pharmaceutique qui a même emballage, même présentation, même granulation, mais qui n'a pas un principe actif qui traite. Donc c'est un faux médicament, mais qui a presque la même forme. Vous voyez ça? Entre ça et ça, 1, 2 et placebo. Mais c'est seul moi qui saurais, ça c'est le placebo, ça c'est le médicament. Je donne ça à tous les malades, mais je saurais que celui-là, je lui donne un placebo, celui-ci, je donne un médicament. Mais les deux savent que nous prenons les médicaments Citroplex N. Et alors, après cela, je vais voir les effets thérapeutiques
Si chez vous qui avez pris le placebo, vous demeurez malade, et que celui-là qui a pris les médicaments est guéri, c'est-à-dire l'effet thérapeutique souhaité dans ce médicament, dans la nouvelle indication que je donne à ce médicament Cytoplex N, est effectivement réel. Vous comprenez? Et là, sur le plan scientifique, je suis incontournable. Donc, je fais une approche randomisée, c'est-à-dire au hasard, et je distribue de manière au hasard aléatoire. Sans dire que toi, je vais te donner seulement ça, toi, je vais te donner. Non, je donne ça de manière aléatoire. C'est seulement moi qui sais que toi, tu as pris ceci, celui-là a pris cela, mais je ne choisis pas. Donc déjà, il y a des centres de santé qui existent déjà, où on prend en charge les Covid-19, les malades de Covid-19, qui vont bénéficier de ce traitement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le ministère de la Santé. Les ministères de la Santé, de la Recherche scientifique et la commission d'éthique, la direction de pharmacie et médicaments. Donc, ils sont déjà au courant, on a déjà ciblé les hôpitaux. Mais docteur, comment faire pour ne pas tomber dans les pièges du Madagascar, où on a prétendu avoir un produit, après c'était l'hécatombe? Comment faire? Quels sont les garde-fous, les garanties? Ce n'est pas... Madagascar n'est pas tombé dans le piège. Ça, je dois vous dire. Dans la recherche scientifique, il y a ce qu'on appelle après. Vous comprenez? Après, les effets qui vont suivre après. Les effets non souhaités, indésirables, c'est ce qu'on appelle la surveillance, la pharmacovigilance. Madagascar a donné les médicaments, mais il fallait voir après si ces médicaments-là ont des effets escomptés. Donc, ils n'ont pas fait tout ça que vous avez démontré ici, premier ça niveau, n'engage deuxième que niveau, eux, troisième. je n'ai pas été avec eux, ça n'engage que eux, ce sont eux qui vont faire des déclarations, mais il s'est avéré que certains malades qui ont pris n'ont pas présenté des effets souhaités. Mais c'est à eux de nous dire si parmi les malades qu'ils ont reçus... Parce que même le président est monté sur ses chevaux pour expliquer que le produit pouvait guérir. Il a même... Effectivement. Donc, c'est à eux qui mènent ces recherches de nous dire, voilà, sur 100 malades que j'ai donné les médicaments, il y a eu 14% ou 14 malades qui n'ont pas été guéris, mais les restes ont été guéris. Mais il ne faut pas seulement qu'on se dise, ça tombe, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Non, il y a une proportion. Donc il devait commencer par des gens aussi, même les médicaments comme vous le faites maintenant. Bien sûr, il y a même les médicaments qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y a des gens à qui on donne les médicaments, ça ne le guérit pas. Il faudrait changer. Alors il ne faut pas commencer à taper sur le marteau, Madagascar a échoué. C'est lui qui va nous donner les rapports. Voilà, j'ai donné à 10 personnes, parmi les 10 personnes, et je n'ai eu que le résultat pour 4 personnes, ou 10 personnes, ou 6. Les autres, ça n'a pas donné. Vous comprenez? Docteur, est-ce que l'échantillon de 400 malades de Covid-19, est-elle représentative de la population? Bien sûr, c'est parti sur la formule Z. Hein? De la taille de l'échantillon. Je suis parti de cette formule-là et j'ai fait des calculs qui a donné ce nombre-là de l'échantillon. Donc la taille est représentative selon la recherche que je suis en train de faire. Donc vraiment, sur le plan scientifique, j'ai donné ça aux experts et c'était sans faille. Docteur, lorsque vous avez débuté cette émission, vous avez insisté sur les moyens financiers. Un projet sans financement n'est qu'une idée, parce qu'elle ne sera jamais concrétisée. Nous avons vu d'autres produits que vous avez mené des recherches, mais vous n'avez pas pu le faire. Par exemple, à Jatar, qui a été même commercialisé par les autres, vous ne gagnez absolument rien. Comment les Congolais d'ici et d'ailleurs, les autorités, peuvent vous aider à mieux travailler? De quoi avez-vous réellement besoin? Tel que par exemple l'ONG Congolese Women for Peace aux États-Unis. De quoi avez-vous besoin pour que vous soyez à l'aise pendant que vous êtes en train de faire votre recherche? Je crois que sous d'autres cieux, la recherche est financée. Le grand besoin, c'est seulement les moyens financiers. Vous comprenez? Parce que faire passer ces recherches à la phase 3, ça nécessite à ce que je puisse payer le personnel, je puisse aussi payer les volontaires qui vont accepter de suivre ce traitement pour que nous arrivions donc ils doivent être payés. Payés, nourris même, supportés. Je puisse faire déplacer ces gens-là qui vont aller d'un hôpital à un autre. Parce que la formule que j'ai mise au point
ne s'occupe non seulement des malades Covid, mais aussi de leurs contacts qui sont à la maison. Il faut les moyens de déplacement. Donc même les contacts devraient prendre ce produit. Oui, oui, je dois les suivre à la maison. Sans être malade, ils le prennent déjà. On doit les suivre pour savoir, on peut leur donner aussi s'ils présentent des signes. Vous comprenez? Donc tout ça, ça nécessite les moyens de déplacement, des ambulances, moyens financiers pour payer, moyens financiers également pour produire à grande échelle. Parce que nous sommes devant une situation d'urgence, bien qu'on a levé le confinement. Mais il est vrai que le virus est encore là, il est en train d'assévir. Hein. Il faut demander dans d'autres cieux, hein, bien que la proportion commence à décroître, mais il est là. Chez les autres, même en France, on avait dit qu'il y avait une courbe décroissante, mais actuellement, ça monte. Attendons-nous toujours un jour, je ne le souhaite pas pour notre pays, que ça puisse monter. Mais il faudrait mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même une réserve de médicaments qui vont aider, en dépit de l'échantillon que je veux traiter, comme pour respecter la procédure de la recherche, mais il y a les autres qui sont malades qui ont aussi besoin de médicaments. Il faudrait les commander, les industrialiser, parce que je dois vous avouer, jusque-là, dans les études précliniques, je crois les téléspectateurs qui me suivent, qui ont suivi ce schéma ici dans leur maison parce qu'ils étaient en cachette, ça n'a donné, jusque-là je n'ai enregistré aucun décès, jusque-là je n'ai enregistré sur le point de la pharmacovigilance aucun effet thérapeutique. Et docteur, à peu près c'était l'échantillon de combien? Combien de personnes avez-vous traité? 300 déjà, autour de 300 personnes qui sont guéries, pas de mort, pas de réaction. Pas de mort, pas jusque-là, je n'ai rien à enregistrer parce que la pharmacovigilance peut prendre beaucoup d'années. Mais docteur, moi là où je ne comprends pas, comment alors on ne pouvait pas vous aider depuis, vu les résultats que vous avez? C'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas la mauvaise foi. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'épistémicide. C'est quoi, c'est-à-dire tuer les savoirs de ceux qui viennent d'ailleurs à part l'Occident. On ne peut croire au savoir que de ceux qui viennent de professeur Raoul, qui viennent de Maroc, qui viennent de, même pas Maroc, qui viennent de États-Unis, oui, États-Unis, ainsi de suite. Donc on est dans un processus, et on a toujours été dans un processus d'épistémicide, c'est la destruction du savoir du noir, et surtout de l'Afrique. C'est ce qui fait que, même quand j'ai parlé, les gens ne m'ont pas cru. Parce qu'ils attendaient un grand savant. Alors ceux qui étaient guéris, eux ne pouvaient pas témoigner. Ils ont témoigné, ils ont témoigné. À Télé 50, ils ont témoigné. Et les autres continuent à témoigner de maison à maison. Des grandes personnes, des grandes responsabilités et des personnalités. Donc ils ont survécu à la mort grâce à vos produits. Oui, c'est grâce à ce schéma. 300 personnes, c'est déjà beaucoup. Ici au Congo. C'est presque l'échantillon que vous allez prendre en charge maintenant. J'ai même eu des malades. 2 malades dans une société, l'autre suit mon schéma, l'autre va ailleurs, il meurt et l'autre reste en vie. Et on commence à regretter. Ce sont des vérités. Mais docteur, vous vous sentez comment? Des fois ça frustre, hein? Quand vous savez que vous avez la solution, vous n'êtes pas écouté. Ça fait très mal, ça décourage, mais en tant que chercheur, on ne peut pas se décourager. J'ai été combattu, j'ai été martelé, il fallait que j'abandonne, mais les autres amis chercheurs m'ont dit, il faut aller, les chercheurs sont toujours comme ça. Donc, j'ai continué malgré tout ce que j'ai vécu, mais ce qui est agréable pour moi, c'est que l'oreille du chef de l'État et des autorités ne sont pas restées fermées. Le chef de l'État m'a écouté et jusque-là, il continue à m'encadrer. Les gouvernements m'ont écouté et jusque-là, ils continuent, bien que nous sommes dans un processus où nous sommes encore bloqués. Mais je crois que si la volonté, comme la volonté nationale est là, on va débloquer la situation et nous pouvons continuer. Docteur, les Congolais ont trouvé. Ils ont trouvé une solution. Et nous pouvons. Docteur, quelle est la démarche que vous faites pour avoir des produits comme ça en carton? Est-ce qu'on peut voir même l'intérieur? L'intérieur, ça ressemble à quoi? C'est ça. Parce que vous devez faire sortir, la fois passée l'émission, tout le monde m'a appelé, mais Symphorien, en tant que journaliste, il fallait prendre un carton, 2 cartons. Le carton est là, Citroplex N. À l'intérieur, vous avez une prospectus. Voilà. Voilà, ça est là. Pour vous dire que ce n'est pas une molécule qui date d'aujourd'hui, tout est là. J'ai commencé à l'utiliser depuis longtemps.
dans d'autres indications. Maintenant, je le vire vers Covid. Et vous avez les médicaments. Dans chaque boîte, il y a trois plaquettes qui sont là. Donc, ce sont des médicaments qui existent bel et bien. Ça, c'est les rectos et les versos de ça. Voilà. Donc, ce ne sont pas des boîtes vides. Mais pour accélérer le travail, j'ai aussi, n'est-ce pas, commandé, n'est-ce pas, des tests qui viennent du Canada, que vous voyez là, Citro-Covid, qui donnent des résultats. Dans 5-10 minutes, vous avez les résultats pour savoir celui-là a le Covid, celui-là n'a pas ça. Et on peut facilement, rapidement traiter. Je crois que ça se trouve dedans. C'est ce que nous allons utiliser dans notre recherche pour que ça soit beaucoup plus rapide. Ça est là. C'est moi le premier à ouvrir ça. Donc, vous voyez. Donc, ça est là. Il y a 25 tests à l'intérieur pour 25 personnes. En un rien de temps, 5 minutes, nous avons le résultat. S'il est oui ou non, Covid-19, vous voyez. C'est avec ce test que vous faites pour savoir si on est Covid-19 ou pas. Ou pas, c'est ça. Donc, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Hein. Ça sont des pipettes de prélèvement pour déposer. Donc, et là, vous avez les sérums. Hein. Donc, vous avez ça. Donc, tout est là pour que nous puissions, en très peu de temps, dépister tout le monde. Dans 5 minutes, nous venons dans un quartier, nous bloquons, nous dépistons, nous disons celui-là est malade, celui-là n'est pas malade. Et il avait le contact avec qui? Nous poursuivons. Ces choses, je les ai dit avant. Parce que nous avons une firme avec qui nous collaborons, avec les savants du Canada, des Suisses. Ça est là, Citro, c'est Citro Pharma. Je crois que la population qui me suit, même aux États-Unis et au Canada, on connaît très bien Citro Pharma. Donc c'est une grande société pharmaceutique. Mais docteur, vous étiez déjà poussé depuis. Nous voyons là le test que vous organisez, test rapide. Oui. Mais ça bloque où? Comment on va mieux vous aider? Bon, je crois que j'ai fait un effort avec l'aide, l'accompagnement du gouvernement. On a pu trouver ça en petite quantité. Et je crois que s'il y a de l'aide, ça et là, qui peuvent financer, nous pouvons commander une grande quantité. Et ceux qui veulent à la maison avoir ça, on peut leur administrer. Parce qu'il n'y a pas seulement ça. Il y a même des médicaments qui sont bon marché, qui sont sur le marché des Congolais, qui coûte absolument rien. On associe avec cette molécule principale. Les gens peuvent sortir de cette situation et on n'aura pas la situation qui est arrivée pour d'autres médicaments. C'est avec joie et larmes au même moment parce que nous ne comprenons pas. Congolese Women for Peace ne comprend pas. Les téléspectateurs qui nous suivent maintenant ne comprennent pas que nous ayons la solution à notre portée, mais que nous ne sachions pas l'exploiter. C'est comme si nous avions des minéraux que nous ne savons pas exploiter. Donc vous êtes comme le coltan, vous êtes comme un diamant qu'on prend de manière brute pour aller servir les autres, mais ici on ne sait pas en bénéficier. Docteur, quels sont vos derniers propos par rapport à ce numéro? Je sais qu'on va tout faire pour vous avoir. Quels sont vos derniers propos par rapport à ce numéro de Genre et Volontariat et comment pouvons-nous vous aider, vous accompagner? Je crois que le premier propos, c'est que je remercie les chefs de l'État. C'est grâce à lui que j'ai pris cette initiative de me lever et de me mettre au travail autour de cette pandémie qui a dérangé et qui continue à déranger notre pays. Ça, je le remercie. Je remercie également le gouvernement qui m'a accompagné jusqu'à ce que j'arrive au stade des essais cliniques avec tous les documents possibles qui me permettent et qui me garantissent de cheminer correctement dans la recherche scientifique. Et troisièmement, je demande également aux autres qui peuvent nous venir en aide pour que nous puissions avoir une grande quantité de ces médicaments. Parce qu'il ne suffirait pas seulement de se limiter à l'échantillon là que nous allons utiliser, parce que déjà moi-même, je crois à mon médicament, j'ai affronté les personnes qui avaient Covid avec détresse, j'ai pris la prémunition que donnent ces médicaments. Je suis là. Les gens pensaient qu'il va mourir. Ma femme pleurait. Laissez ces histoires-là, mais je suis là. Parce que ce médicament... Donc avant de soigner, vous-même, vous avez pris ça. J'ai pris ça pour vous protéger. Prémunir. J'approchais les gens.
Hein? C'est maintenant que nous avons quand même des équipements avec masque, tout ça, mais avant, on utilisait les moyens précaires, mais connaissant l'efficacité de ces médicaments, je prenais mon médicament et j'ai soigné les gens comme ça, ils s'étonnaient. Donc, j'ai besoin, les autres qui peuvent nous venir en aide, nous pouvons leur envoyer et leur donner les budgets, s'ils peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre, pour que nous puissions aller au-delà des essais, encadrer aussi les autres, en attendant pour que les gens ne meurent pas. Voilà, c'est ça ma préoccupation primordiale. Et à la fin de ça, il faudrait quand même songer un jour à créer une industrie qui va commencer à fabriquer in loco. C'est possible. Voilà. Docteur Vangu, un grand merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Vous avez aimé ce magazine. Un grand merci à Madame Francine Lobo, depuis les États-Unis, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Vous avez senti que cette fois-ci, nous avons compris le docteur Vangu Lutete fidèle. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous sur toutes les structures de rediffusion de votre programme. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. Je vous remercie.